destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Donc salut à tous, c'est une nouvelle vidéo du Patriote éclairé, donc comme je vous l'ai promis. Donc là on est sur l'entretien Noël 2015, l'entretien Noël décembre 2015, les actualités internationales. Donc je vous l'avais dit, j'avais pris un peu de retard, beaucoup de retard même avec les fêtes, avec les examens, qui se sont bien passés d'ailleurs, tout s'est bien passé. Bon là on est de retour bien évidemment d'attaque pour la nouvelle année, et la nouvelle année qui commente le mois de l'année passée, comme vous le savez tous. Donc entretien de Noël décembre 2015, actualité internationale, première partie. Vu le nombre de sujets, il y aura deux parties. Il y a eu deux parties pour l'entretien de décembre 2015, actualité nationale, pour les actualités internationales, donc qui traitent de ce qui s'est passé dans le monde. Pareil, une petite dizaine de sujets, et donc répartis en deux vidéos sans doute. Donc c'est parti, entretien donc Noël 2015, mois de décembre. Commentaire, analyse des actualités internationales. C'est parti, première partie. Donc premier sujet tout d'abord, bien évidemment fondamental. Toute la première vidéo, la première partie va être consacrée, on va dire, aux actualités plutôt sur le monde arabe, hein, notamment Daesh, la Libye, puis la deuxième partie sera consacrée plutôt à l'Europe. Donc première partie monde arabe, premier sujet, guerre mondiale contre Daesh, en gros vers une coalition mondiale contre Daesh, notamment une coalition occidentale contre le djihadisme. Oui, donc ça on l'a vu, c'est intéressant et je vais y revenir. On a vu depuis le mois de novembre-décembre, et ça va encore se mettre en branle, une volonté de faire une guerre mondiale, une guerre totale, une guerre mondiale à la terreur, une guerre mondiale contre le terrorisme, contre le djihadisme, et vers la formation d'une grande coalition, une coalition en quelque sorte mondiale et mondialiste, contre Daesh, contre l'État islamique, contre le terrorisme en général dans le monde, qui irait de, de l'Occident avec l'Europe, les États-Unis, en passant par la Turquie, les pays arabes non alignés, ou en tout cas contre Daesh, c'est-à-dire tous. D'ailleurs, je vais revenir après sur la possibilité d'une coalition mondiale, contre Daesh, mais une coalition islamique de pays arabes et musulmans, sunnites ou chiites d'ailleurs, mais une coalition islamique, une espèce d'union sacrée contre le terrorisme et contre Daesh, qui irait de l'Arabie Saoudite à l'Iran, en passant par peut-être d'autres pays, l'Égypte, je sais pas, mais en tout cas des pays arabes, de culture arabe et de religion musulmane, donc des pays islamiques. Mais ça c'est pour après, mais là, j'avais déjà parlé au dernier entretien, hein, vers une coalition mondiale contre Daesh, oui c'est intéressant. Nous allons vers une coalition mondiale contre Daesh, un peu avec une union sacrée et la paix des braves, entre des ennemis, entre les Russes, les Américains, les Turcs, les Iraniens, les Saoudiens. On avait déjà vu ça, le fameux exemple historique, le précédent historique, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec l'alliance géostratégique entre l'URSS, donc la Russie de Staline, soviétique, et l'Amérique capitaliste de Roosevelt, pour abattre l'ennemi commun qui était le Boche, l'Allemagne. Donc on avait fait cette alliance URSS, Amérique, communiste capitaliste, pour abattre l'Allemagne nazie de Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale. Une espèce d'union sacrée, hein, pour rappeler, de paix des braves entre les ennemis, sur lesquels je vais revenir d'ailleurs, hein, principalement les points d'achoppement, ça risque d'être la Russie avec la Turquie, alors qu'il y a des petites brouilles comme on l'a vu l'entretien dernier avec le soupçon du crash de l'avion par les autorités turques, mais aussi les Américains contre les Russes, mais aussi bien évidemment à l'intérieur dans une ère plus régionale, puisque là on est sur le monde arabe, une ère plus régionale du monde arabe, une opposition farouche entre chiites et sunnites, mais des musulmans quand même qui vont devoir s'allier pour combattre la bête, le terrorisme, que sont les Saoudiens, l'Arabie Saoudite et l'Iran. La République islamique d'Iran étant plutôt chiite, et l'Arabie Saoudite étant bien évidemment sunnite, mais on attend tous cette paix des braves, et cette coalition mondiale contre Daesh, pour abattre donc Daesh, qui est véritablement maintenant un État islamique, puisque c'est un État, puisqu'ils ont une armée, une force armée, ils ont une monnaie, ils ont battu monnaie, ils ont une économie à travers la rente du pétrole, et ils ont surtout un territoire géographiquement limité, ou plutôt délimité, ou d'ailleurs peut-être illimité, puisque la volonté de l'État islamique qui est de rétablir le califat, c'est tout le monde arabe, hein. Ça s'étendrait du Maghreb jusqu'à, bien après Israël, hein, sans doute jusqu'à l'Iran, c'est-à-dire créer un nouveau califat sous l'autorité d'un calife unique, à la fois chef religieux, spirituel et politique du monde arabo-musulman, qui est la Oumma. Et je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le califat, la notion de califat, la notion de Oumma, qui est la communauté islamique,
la communauté des fidèles, des musulmans, qui serait le monde musulman contre les nations arabes, constituées avec des frontières. Ce qui est sûr, c'est que l'État islamique est un État, avec des ressources diverses, un militaire, économique, financière, humaine, un capital et des ressources, et que c'est un État puisqu'il a un territoire géographiquement limité, avec des frontières qui ne sont pas stables et qui peuvent varier. Cet État islamique étant à cheval sur la Syrie et l'Irak, entre Bagdad et Damas, puisque historiquement le califat, enfin je crois, le califat historique du Moyen-Âge, le grand califat islamique, allait justement prenait ses capitales à la fois à Bagdad et à Damas, en Syrie et en Turquie, jusqu'à Cordoue en Espagne, et bien d'autres choses encore. Ce qui est sûr, c'est que c'est voilà, une coalition mondiale contre Daesh, donc c'est intéressant, il faut suivre ça, donc j'appelle ça une guerre mondiale contre Daesh ou une guerre mondiale à la terreur contre Daesh, donc on va suivre ça de très près. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus. On fait la guerre mondiale à Daesh, voyons voir comment ça évolue. Donc après, deuxième petit sujet, après une coalition mondiale contre Daesh, cette fois une coalition islamique contre Daesh. C'est mon deuxième petit sujet qui va s'articuler autour de l'affrontement de l'opposition ou pas, stérile ou pas, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran étant chiite, l'Arabie Saoudite sunnite, une opposition, une espèce de guerre de religion, une guerre fratricide, guerre de religion dans le monde musulman entre chiites et sunnites, les diverses branches de l'islam, la branche majoritaire étant le sunnisme et la branche minoritaire étant le chiisme, comme chacun sait. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux nations, ces deux puissances régionales, puissance politique, économique, religieuse, tout ce que vous savez, ce que vous voulez, ces deux puissances ont décidé de s'allier dans la coalition mondiale, dans la guerre mondiale contre Daesh, contre le terrorisme. Puisque plutôt que de dire à l'islam, à l'islamisme, ce qui est très ambigu, puisque là on voit la formation d'une coalition islamique, de pays musulmans, une coalition islamique contre Daesh, on voit bien que tout n'est pas qu'une question de religion, d'islam, même si moi, contre la langue de bois, contre le politiquement correct, je n'évacue pas, bien évidemment, de cette guerre l'aspect religieux. Bien évidemment que l'islam, dans la vision du djihad, dans la vision de la guerre sainte, dans l'État islamique, dans Daesh, a une part très importante, notamment des États islamiques et islamiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des données politiques, Daesh c'est aussi un État, il y a aussi une donnée politique à prendre en compte, qui est bien évidemment voilà, la formation d'une coalition armée, militaire, politique, tout ce que vous voulez, islamique, proprement islamique, enfin qui va être intégrée sans doute, moi je pense que ce ne sera pas ailleurs, mais ça va être intégré dans la coalition, notamment occidentale, la coalition occidentale menée par les États-Unis et l'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une véritable coalition islamique, donc je prends des pays stricto sensu religieux, hein, pas seulement des pays de culture ou de religion musulmane, je ne mets pas la Turquie là-dedans, je ne mets pas l'Égypte, mais je mets coalition islamique, je mets Iran, Arabie Saoudite. Puisque des pays comme l'Égypte, enfin, pseudo-laïque, ou en tout cas la Turquie étant quand même laïque, depuis Mustafa Kemal, depuis Atatürk, depuis quasiment un siècle, je ne mets pas la Turquie dans la coalition islamique. Puisque la Turquie est un pays musulman culturellement et historiquement, mais pour moi ce n'est pas un pays islamique parce que c'est un pays laïque où le pouvoir politique est séparé du pouvoir religieux. C'est comme si nous, en France, parce qu'on a été la fille de l'église, parce qu'il y a eu le baptême de Clovis, on dit la France, pays catholique au sens, justement pas culturellement, mais au sens de théocratie. Donc non, il faut distinguer culture et culte, et il faut distinguer religion d'État avec une vision théocratique et laïcité, c'est-à-dire séparation stricte de l'État et des églises, c'est-à-dire du pouvoir politique et de la religion. Bon, ce qui est sûr, voilà, rien de plus à dire là-dessus, coalition intéressante, on verra si ça posera des problèmes, et ça va sans doute imposer beaucoup de problèmes pour la formation de cette coalition mondiale contre Daesh, une coalition donc mondiale occidentale, mais aussi menée par le monde islamique, hein, Iran, Arabie Saoudite, avec une guerre fratricide à l'intérieur une guerre de religion à l'intérieur de l'islam même, comme vous le savez tous, qui est une coalition islamique contre Daesh. Donc on voit que Daesh est quand même un ennemi identifié, un ennemi plus que religieux, un ennemi politique, un ennemi géostratégique, puisque avec cette conquête et ce grignotage de territoire, Daesh risque de menacer à la fois l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais surtout l'Arabie Saoudite qui prétend être garant des lieux saints de l'islam, les lieux saints de l'islam que sont Médine et la Mecque. Donc ça risque de poser un problème pour... on voit que c'est une guerre, cette guerre de Daesh, c'est à la fois une guerre religieuse, tout ce que vous voulez, guerre de religion, guerre de civilisation, guerre politique, et guerre d'influence et de puissance. Puissance géostratégique, géopolitique, tout ce que vous voulez. Donc j'en ai fini, voilà, une petite dizaine de minutes, j'en ai fini sur le cas Daesh, une coalition mondiale contre Daesh, et après une coalition plus strictement islamique de pays, de pays musulmans et de puissances régionales comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. À part l'Égypte et la Turquie, bien évidemment. Alors après ce petit topo sur une guerre mondiale contre Daesh et une coalition islamique contre Daesh menée par l'Iran et l'Arabie Saoudite,
Troisième petit sujet... Oui, tiens, allez. Le double jeu de la Turquie et d'Erdogan. Alors, autre petit sujet. Là, très rapide, hein, pas grand chose à dire de plus. Quand je dis le double jeu de la Turquie et d'Erdogan, donc de son chef politique, je veux bien évidemment parler de Erdogan, Erdogan, comme vous voulez, Recep Tayyip Erdogan, comme un Janus, hein, avec le masque à deux facettes, à deux visages, deux visages, deux comportements, deux attitudes. Oui, bah, le double jeu, toujours pareil. Alors là, c'est plus global, c'est pas seulement Daesh. Mais on voit toujours ce double jeu très louche de la Turquie de Erdogan face à Assad, face aux rebelles en Syrie, donc dans cette guerre civile de Syrie, entre les rebelles, les islamistes et l'état bassiste syrien de Assad. Premièrement, le double, donc est-ce que Assad laisse passer et même arme est-ce que Erdogan laisse passer en Turquie et arme carrément les djihadistes, ou est-ce qu'il lutte contre les djihadistes? C'est très ambivalent. Il va aller demain balancer des bombes sur l'État islamique, sur Daesh, mais en même temps il arme les rebelles modérés rebelles modérés qui sont en fait des islamistes radicaux, rebelles modérés islamistes radicaux comme il faut l'entendre, en Syrie pour lutter contre Assad et l'état bassiste syrien et l'armée loyaliste régulière. Bon, tout ça est très ambigu. Donc déjà le double jeu d'Erdogan et de la Turquie sur le sujet des islamistes, de Daesh, bien évidemment des réfugiés, on en reparlera mais je vais y aller très vite, des réfugiés aussi, à quoi joue Erdogan? On sait que des réfugiés, des réfugiés politiques qui fuient la guerre civile en Syrie, on sait que le sujet est très complexe et très problématique, puisque Erdogan, la Turquie, comme d'ailleurs le Liban, subissent un flot migratoire considérable, une espèce d'invasion migratoire, on peut le dire, où véritablement où le pays est en train de craquer sous le poids de la démographie, puisque c'est plusieurs millions, je crois 2, 3, peut-être 4 millions de réfugiés syriens, libyens, irakiens, tout ce que vous voulez, qui sont actuellement stationnés de manière temporaire, peut-être sans doute, hein, en Turquie, de Erdogan. Donc, véritablement, double jeu à tous les niveaux. Hein. Rebelles modérés en Syrie, les islamistes radicaux et Daesh, double jeu. Par rapport aux réfugiés, aux migrants, est-ce que la Turquie, comme on dit, joue le jeu? Est-ce que ses frontières sont trop poreuses? Bon, il faut comprendre aussi que... Est-ce qu'elle laisse passer les migrants? Est-ce que ses frontières sont passoires? Ou est-ce qu'elle contrôle ses frontières? Est-ce que la Turquie cherche à nous envoyer, par un surplus, une surpopulation démographique de réfugiés, de migrants? Est-ce que la Turquie cherche à déporter cette population, ces réfugiés, notamment ici du Proche et du Moyen-Orient, de Syrie et d'Irak et de Libye, vers l'Europe? Bon, c'est pas sûr à travers la Méditerranée, bien évidemment, et les îles grecques, etc. Bon, c'est pas sûr. Tout cela n'est pas sûr, va chercher. Ce qui est sûr, c'est que Erdogan joue, à mon avis, un double jeu et un seul jeu. À quoi joue Erdogan? C'est la question que je me pose, et c'est la question, à mon avis, qu'on se pose tous, bien évidemment. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que, voilà, à quoi joue Erdogan? Le double jeu d'Erdogan, bon, je pense qu'on a refait le tour, hein, sur la question des rebelles syriens, et de Daesh notamment. Et on y reviendra aussi sur les réfugiés. Et puis bien évidemment, oui, quel rôle va jouer la Turquie de Erdogan dans cette grande coalition mondiale, cette guerre mondiale, un peu comme je dis, contre Daesh, puisqu'elle est partie prenante. C'est un pays laïque, et qui a un regard très ambigu sur cette crise à la fois des réfugiés et Daesh. Donc voilà. Le double jeu de la Turquie et d'Erdogan, surtout par rapport à moi, ce qui m'intéressait, c'est la question de la guerre en Syrie et Daesh. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, parce que Erdogan arme les rebelles modérés qui sont les islamistes, il fait la guerre à Assad, au nom de je sais pas quoi d'ailleurs, et en même temps Erdogan mène une croisade contre l'État islamique et le djihadisme international, et le terrorisme, donc à suivre. Prochain petit sujet, donc je vais diviser cette vidéo en deux parties, hein, enfin cet entretien. Je finirai par les chrétiens d'Orient. Ah oui, voilà. L'implantation de Daesh en Libye. Autre sujet très intéressant. Hein. Puis je finirai par les chrétiens d'Orient, le martyr, hein, comme on peut le dire. Oui, là, donc mon sujet c'est la Libye. On a vu très récemment, là, dans le mois de décembre, juste avant Noël, la pénétration, l'influence, l'implantation, vous appelez ça comme vous voulez, territoriale, géographique et politique de Daesh, de l'État islamique, comme je vous dis, qui s'étend, qui grignote des territoires en Libye. Donc, suite à je vais revenir après sur la situation d'ailleurs de la Libye, suite à la mise à mort du colonel Kadhafi en 2011, le renversement du régime de Kadhafi qui était la Jamaïria libyenne. La Jamaïria libyenne, c'est une espèce de nasserisme libyen qui tenait grosso modo, qui est un cas depuis les années 60-70. Bon, ça on sait tous. Et ben là on a vu en décembre, bravo, c'est comme après les printemps arabes en Tunisie, comme après l'Égypte peut-être demain, bien évidemment la Syrie, l'Irak, tout ce que vous voulez, la pénétration et l'implantation des islamistes radicaux, donc de Daesh.
des islamistes radicaux donc de Daesh en Libye qui ont un peu foutu le bordel et qui ma foi, sont en train de tout dévaster, sont en train de détruire ce pauvre pays qui est à la merci des islamistes. Donc voilà, affaire à suivre, hein, ce que je veux dire, voilà, affaire à suivre. On a vu cette pénétration, cette influence. Cette implantation, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est où ça s'est situé, parce que moi j'ai lu ça, j'ai vu ça, je me suis intéressé. C'est comme par la plus grosse pénétration et implantation de Daesh, donc de l'État islamique en Libye, c'est comme par hasard l'ancien fief du colonel Kadhafi et de l'armée régulière de l'État libyen. Donc c'est très intéressant. On voit là que c'est intéressant. On voit vraiment le lien, et je vais y venir ensuite, sur l'anarchie et le chaos et l'influence des islamistes radicaux, notamment là de Daesh, mais ça pourrait être AQMI, ça pourrait être Al-Qaïda, toute forme du djihadisme et du terrorisme international. Sauf que eux, c'est pas seulement une dynamique de réseau, c'est une dynamique étatique. Étatique, c'est un fait national, un fait territorial, ils veulent créer un État. Alors que souvent, notamment Al-Qaïda, AQMI, avant tous ces organismes terroristes djihadiques, islamistes, comme vous les appelez comme vous voulez, c'était une dynamique de terrorisme, de terreur, de peur, de réseau. Al-Qaïda, ça veut dire la base, on a donc, les réseaux, avec une base centralisée. On n'était pas dans une logique territoriale, nationale, d'État, tout ce que vous voulez. On n'était pas dans une logique de recréer un califat, de recréer un État mondial islamique. Là, avec Daesh, le mot c'est quand même État islamique. Hein. Parce que Daesh, ça veut dire État islamique, Daesh, Daesh. À pas confondre avec une célèbre marque de lessive, de produits lessives, produits détachants, mais en tout cas Daesh, comme nos maîtres l'appellent, c'est l'État islamique. Donc c'est à la fois un État à vocation religieuse, soi-disant universelle, de l'islam. Mais donc cette pénétration, cette implantation de Daesh en Libye, elle est à surveiller, et surtout ce qui est très intéressant, je le répète, ça intervient comme par hasard dans le fief. Le fief, je ne sais pas si c'est en tripolitaine ou cyrénaïque, je ne suis pas spécialiste, parce que la Libye historiquement est séparée en deux zones géographiques territoriales bien distinctes, la cyrénaïque et la tripolitaine, d'où le nom d'ailleurs de Tripoli, je pense, qui est pas la capitale, mais qui est l'une des capitales de politique administrative de la Libye avec Benghazi, donc la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Mais ce qui est intéressant, je ne peux pas vous le dire directement parce que je ne suis pas spécialiste de la Libye, mais Daesh s'est agglutiné, s'est implanté dans l'ancien fief de Kadhafi, depuis que Kadhafi a été buté en 2011. Donc voilà pour le sujet, la pénétration et l'implantation de Daesh en Libye, et il fallait s'y attendre, hein. On l'a vu pour le mois de décembre, donc pour les fêtes de Noël c'est génial, pour les fêtes de Noël, une victoire de plus territoriale, géographique, politique pour l'État islamique. Ils étaient hier en Syrie, ensuite en Irak, demain en Libye, et demain où? Peut-être l'Algérie, hein, peut-être le Maroc. Des pays qui sont peut-être l'Égypte bien évidemment, mais Al-Sisi est un général qui tient le choc, qui a la poigne, donc à surveiller. Mais tout cela ne me dit rien qui vaille, bien évidemment, et c'est à surveiller. Autre petit sujet, enfin pour continuer dans le sujet, avant d'arriver au dernier sujet que sont les chrétiens d'Orient, 4 ans après l'intervention occidentale en Libye, l'anarchie, le chaos et la pénétration islamiste. Et je vais finir là-dessus. Pour le cas de Daesh, pour le cas de la Libye, oui, c'est très intéressant. Puisque 4 ans après l'intervention occidentale armée, notamment la France, l'Angleterre et les États-Unis, 4 ans après cette intervention occidentale armée, toujours sous l'ingérence humanitaire et les droits de l'homme, 4 ans après, 2011-2015, enfin on est bientôt en 2016, mais bon, on va dire 4 ans, parce que je crois que le colonel Kadhafi avait été renversé à l'automne 2011, nous sommes en décembre-janvier 2016, donc 4 ans. L'anarchie et le chaos, l'anarchie et le chaos, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est la guerre civile tribale, interconfessionnelle, religieuse, politique, entre les Bédouins, les Arabes, les Africains, les Noirs, donc guerre civile, absolument plus d'unité ni politique ni administrative puisqu'il n'y a plus d'État, donc guerre civile religieuse, confessionnelle et politique, plus d'État, donc plus d'ordre public, donc plus d'État, plus de nation, l'État se désagrège, avec la destruction de l'État de Kadhafi, quoi on puisse en dire. Donc en plus pour l'Europe, bon bien évidemment la conséquence évidente c'est depuis 2 ans au moins, mais on l'a vu depuis l'automne 2015, et ça va s'accélérer encore, une crise migratoire et des réfugiés considérables, puisque Kadhafi, comme vous savez, l'Europe payait Kadhafi jusqu'aux années 2011, jusqu'à ce qu'il soit renversé et destitué et assassiné, parce que c'est comme ça le mot de l'histoire. Kadhafi protégeait les frontières de l'Europe, c'est ça. Enfin, protégeait ses frontières et mettait des gardes-frontières et empêchait qu'il y ait une submersion migratoire et a fortiori de réfugiés sur l'Europe, sur les côtes européennes, notamment en Grèce et en Italie, puisque c'est les portes d'entrée des migrants et des réfugiés sur l'Europe continentale, hein, la Grèce et l'Italie. Donc voilà, le chaos et l'anarchie, bon mais là pour parler pleinement de la Libye, puisqu'on reste sur la Libye, le chaos et l'anarchie, pas besoin de faire un dessin, chaos et l'anarchie, plus d'État, guerre civile, tribale,
un découpage du pays avec ses frontières historiques, et non pas ses frontières politiques. Frontières historiques, donc, comme je l'ai dit, la Cyrénaïque et la Tripolitaine. La Cyrénaïque et la Tripolitaine, avec un démembrement de l'État, un démantèlement de l'État, de la nation, un redécoupage du pays à ses frontières historiques et tribales, véritablement tribales, puisque la Libye, comme tous les pays d'Afrique, il suffit d'écouter Bernard Lugan, du spécialiste de l'Afrique, plus politiquement correct même, mais le découpage colonial a été artificiel, ça a été un découpage justement des puissances coloniales franco-anglaises au XIXe siècle, puis à la décolonisation, mais la décolonisation qui s'est fait contre les puissances coloniales européennes, en fait, c'est fait à travers les mentalités, les représentations de l'Europe coloniale, notamment les Français et les Anglais, à travers les frontières, on va dire, à travers les frontières coloniales que les Européens avaient tracées. Donc des frontières totalement artificielles qui faisaient fi des réalités tribales, ethniques, religieuses, notamment des Bédouins, des Arabes et des Africains en Libye, un peu comme partout, comme dans toute l'Afrique. Donc des frontières artificielles, des États-nations qui avaient été constitués qu'à un cas, au moment de la colonisation, puis de la décolonisation, là en l'occurrence anglaise, puisque je crois que les Français n'ont jamais mis un pied en Libye, ou alors je me trompe. Il y a eu les Italiens puis les Anglais, ou inversement, en tout cas il y a eu les Anglais, c'est les Anglais qui ont fait le gros boulot de la colonisation, se tracer les frontières coloniales, notamment en Libye, mais en Afrique. Bref, et bien évidemment, la pénétration des islamistes radicaux. Le cocktail Molotov, ici, le cocktail détonnant, c'est anarchie et chaos, avec absence d'État central, absence de pouvoir politique régulateur, et absence d'État, avec un effondrement de l'État suite à l'intervention et l'ingérence humanitaire et droits de l'hommiste des Occidentaux en Libye, et surtout, bien évidemment, la pénétration des djihadistes, des islamistes à travers Daesh. Mais demain, pourquoi pas Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Aqmi, pourquoi pas Al-Qaïda tout simplement, pourquoi pas Aqmi, pourquoi pas n'importe quel autre groupe si sympathique de l'islamisme radical, donc voilà. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, et tout ça n'est pas très réjouissant. Le moins qu'on puisse dire. Bon, donc voilà, donc 4 ans après l'intervention occidentale désastreuse et catastrophique et calamiteuse, on ne cessera jamais de le dire, des Occidentaux, un pays livré à l'anarchie, au chaos et aux islamistes. Je parle bien évidemment de la Libye du regretté Kadhafi. Tout au nom des droits de l'homme, de l'humanitaire. On a vu Bernard Lévy, on attend toujours sa teshuva, ses excuses, on dit en hébreu, puisque... Mais on l'attendra longtemps, à mon avis. Bon. Bref, c'est tout pour le moment. Non, dernier petit sujet, après tout ça, je crois qu'on va finir sur le martyr des chrétiens d'Orient. Attendez, je regarde, martyr là... Ouais, on est bon. Donc voilà, j'en ai fini sur le cas Daesh. Donc, la pénétration et l'implantation de Daesh demain en Libye, ce qui est le grand calendrier de l'État islamique, et 4 ans après l'intervention occidentale, droit de l'hommiste, l'ingérence militaire désastreuse, la Libye vouée à l'anarchie et au chaos, avec un démantèlement de l'État et des guerres tribales et religieuses, et la pénétration des islamistes radicaux, puisque, comme on dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, donc en détruisant l'État syrien, libyen, comme l'État syrien, on l'a remplacé par un monstre qui est l'islamisme radical et Daesh. Bon, pour finir, dernier petit sujet de cette vidéo, donc je vais quand même, je vois que j'en suis à peine plus de 20 minutes, mais je vais quand même le séparer en 2 parties, ça me paraît bien. Pour finir, le martyr des chrétiens d'Orient. Le martyr des chrétiens d'Orient entre la barbarie de Daesh et l'inaction, la passivité des Occidentaux. On va finir là-dessus pour cette partie. Pour cette partie, disais-je. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu là, donc au mois de décembre, mais ça court depuis 1 ou 2 ans, en fait, véritablement depuis la création de Daesh. Enfin, ça s'est accéléré depuis la création de Daesh et al-Baghdadi et son califat mystique et délirant au mois de, ça devait être, je pense, c'était l'été 2014, je crois, c'est il y a 1 an et demi, Baghdadi qui décrétait le califat universel de l'islam. Donc bref, on a vu les chrétiens d'Orient, malheureux chrétiens d'Orient, le martyr des chrétiens d'Orient qui continue. Le martyr des chrétiens d'Orient, donc ces chrétiens donc qui sont des chrétiens non catholiques d'ailleurs souvent, mais rattachés à d'autres églises que la catholicité et Rome, mais des chrétiens tout de même, donc des frères frères à nous, si on est chrétiens, bon, chrétiens culturels, catholiques culturels, mais je me sens un peu concerné, parce qu'aussi c'est un drame, c'est un génocide, c'est un massacre en règle. Chrétiens d'Orient, donc de Syrie, d'Irak principalement, de Syrie et d'Irak, qui sont chassés manu militari, bon, tout maintenant, ça fait longtemps, ça fait... Oui, 1 an et demi que ces gens sont massacrés, persécutés politiquement, religieusement par Daesh, notamment l'État islamique, mais pas que, il fuit aussi bien évidemment les bombes de Bachar al-Assad sans doute, et la guerre civile en Syrie, puisque je pense que
une grande majorité, un grand nombre de ces réfugiés, on peut dire oui, ces réfugiés politiques, hein, ces réfugiés religieux que sont les chrétiens d'Orient, fuient à la fois la barbarie de... J'ai dit, on concentre la barbarie de Daesh, bon, sans doute aussi les bombes de Assad, et surtout l'inaction, la passivité inouïe et lamentable des Occidentaux. Encore une fois. Encore une fois. Oui, c'est incroyable. Avec une volonté soi-disant de leur venir en aide, mais bon, à mon avis, on leur vient pas beaucoup en aide, et on leur rend pas beaucoup service. Donc voilà, je vais pas beaucoup vous dire plus. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est dramatique, c'est que le monde arabe, l'Orient, va être vidé sans doute très prochainement de ces... C'est ce que disent les spécialistes, hein, le monde arabe, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, le monde arabe, notamment Syrie, Irak, mais peut-être même Libye, va être vidé de ces populations chrétiennes totalement, alors qu'il y a encore des millions de chrétiens, même s'ils sont tous persécutés, assassinés, massacrés. Alors que historiquement, le berceau du christianisme, bien évidemment, c'est le Moyen-Orient. Le christianisme, comme tous les monothéismes, que ce soit le judaïsme ou l'islam, est une religion du désert. Une religion du désert de bédouins, on peut dire. De bédouins, de sémites. Bien évidemment, religion du désert, religion de bédouins de sémites. Il suffisait de voir Jésus, c'était le Nazaréen, hein. C'était un palestinien. C'était un juif palestinien, on peut dire. Bref, pour finir sérieusement sur le sujet, ouais, voilà, drame absolu. Drame absolu, confusion, dégoût, horreur, entre des pauvres chrétiens d'Orient qui vont être chassés de leur terre natale, de leur terre historique, qu'est le monde arabe, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, surtout des pays clés, des pays stratégiques qui sont en guerre, qui sont bombardés, guerre civile notamment, hein, la Libye, la Syrie, demain peut-être le Liban. Évidemment, bien sûr pas la Libye, là, puisque la Libye est un pays d'Afrique, mais quand je dis le Middle East, hein, comme disent les Anglais, le Moyen-Orient, l'Orient compliqué, comme disait De Gaulle, l'Orient compliqué, qui est sacrément compliqué, hein, donc voilà, pour finir. Le martyr des chrétiens d'Orient, qui est vraiment un martyr, et contre lequel on ne peut pas grand-chose, malheureusement. Donc voilà. Donc le martyr des chrétiens d'Orient, véritablement, entre la barbarie de Daesh et l'inaction, la passivité des Occidentaux. Quand je mets les Occidentaux, je mets aussi bien les États-Unis et la puissante Amérique et l'Europe. L'Europe inactive, l'Europe passive, l'Europe finalement coupable. C'est toujours ce qu'on dit. Hein. Non-assistance en danger, c'est déjà être coupable du crime. Coupable de complicité du crime. Mais évidemment, les premiers coupables, les premiers criminels sont bien évidemment Daesh, l'islamique, les soldats fanatisés de Daesh qui détruisent tout sur le passage, notamment des trésors et des monuments du patrimoine historique, et culturel, religieux, tout ce que vous voulez, de l'humanité. On l'a vu à Palmyre, on l'a vu en Syrie. Une destruction du patrimoine historique, immémorial, culturel, artistique de l'humanité, mais bon. Après, le martyr des chrétiens d'Orient, c'est un martyr, hein, quand même. C'est une passion, on va dire que les chrétiens d'Orient vivent leur chemin de croix, espérons que ça leur sera, comme Jésus-Christ, espérons que ça leur sera salutaire, ils vivent un martyr, une passion, appelez ça comme vous voulez, entre la barbarie de Daesh, les crimes affreux de Daesh et l'inaction, la passivité des Occidentaux qui sont coupables non pas par omission, mais par passivité et inaction. C'est une certitude, donc voilà. Donc j'en ai fini, voilà, bon, on verra, je ne vais pas prolonger plus ce sujet, hein, voilà, le martyr des chrétiens d'Orient. Ce qui est sûr, c'est que au-delà de ce drame et de ce crime contre l'humanité, de ce massacre, de ce génocide des chrétiens d'Orient, c'est évidemment le monde qui perd un peu de sa richesse culturelle, de sa diversité culturelle. Et religieuse, puisque les chrétiens d'Orient, encore une fois, le christianisme est né dans le Moyen-Orient, et ça serait dramatique qu'il en soit chassé, expulsé. Par la force et par le glaive. Donc j'en ai fini sur ce martyr des chrétiens d'Orient, voilà, entre la barbarie de Daesh, je crois que c'est clair, et l'inaction, la passivité des Occidentaux. Donc c'est fini pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la seconde et dernière partie, je pense à peu près aussi longue, une petite demi-heure. Seconde et dernière partie de cet entretien de Noël 2015, mois de décembre, pour le commentaire des actualités internationales et mondiales. A tout de suite.